Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de SAS Débat, saison 1, épisode 5. Au sommaire ce soir, les Émirats Arabes Unis n'envisagent pas de rejoindre la force internationale de stabilisation pour Gaza, faute de cadre clair. Quels pays participeront? Cette force sera-t-elle efficace pour empêcher le Hamas de se réorganiser et de préparer un nouveau 7 octobre? Je poserai toutes ces questions à nos débatteurs du soir. Ensuite, le tour de l'info du jour. 4 infos compilées par Rebecca Lamy. Iran, Taliban, Bataclan et Manon Aubry au programme. Le second débat sera consacré aux constructions israéliennes records dans les régions de Judée et de Samarie. Le gouvernement israélien joue-t-il avec le feu? Débat hautement inflammable en fin d'émission. Bonsoir Anaël Sidbon. Bonsoir Raphaël. En face debout, un débatteur hyperactif. Il ne s'arrête jamais de débattre sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'il aime bien provoquer et c'est parfaitement déclencher des avalanches de réactions. Bonsoir Guillaume Bensoussan. Bonsoir Raphaël. Vous validez cette présentation? Je peux pas dire que vous dites faux. Vous avez cette réputation en tout cas sur X. C'est un plaisir de débattre avec des gens qui sont en désaccord avec moi, ça c'est évident. Et vous enclenchez parfois des réactions qui font des millions de vues. Ça peut arriver. C'est le moment de découvrir quels débatteurs ont gagné les face-à-face de jeudi. À la question « Israël doit-il reprendre la guerre jusqu'au désarmement du Hamas ?», Caroline Sportes avait répondu oui, et elle remporte ce vote avec 88% des suffrages. Et à la question « Faut-il interdire le voile dans l'espace public en France ?», 89% oui, vous êtes d'accord avec Jean Messia. Faites-vous confiance à la force de stabilisation internationale pour assurer la sécurité d'Israël ? Guillaume Bensoussan, est-ce que c'est inquiétant pour vous de voir qu'un pays membre des accords d'Abraham, comme les Émirats Arabes Unis, refuse pour le moment de participer à cette force? Alors, c'est pas inquiétant, c'est peu étonnant. C'est-à-dire que, pour tout un tas de raisons, il était tout à fait anticipable, à mon sens, que les pays arabes chercheraient à se défausser. Cette coalition de gestion de la bande de Gaza post-guerre du 7 octobre, elle me fait beaucoup penser à la coalition qu'avait proposée le président Macron, si vous vous souvenez bien Raphaël, 2 semaines après être venu en Israël, après les attaques du 7 octobre. Et on avait vu à quel point c'était irréalisable. Parce que tant de pays arabes ont des intérêts divergents. Prenons le Qatar, par exemple. Le Qatar qui est le grand argentier du Hamas et qui, en même temps, parce qu'il est assis sur une pile de cash absolument faramineuse, peut rentrer dans Air Force One et se prendre en photo avec le président Trump. Les Émirats Arabes Unis, eux, à mon sens, leur peur existentielle, c'est de voir le djihad débarquer chez eux. Donc tous les pays arabes, à mon sens, ne seront pas... Ça n'aura pas lieu, cette coalition. Ça n'aura pas lieu, c'est une usine à gaz. Et je crois qu'Israël doit compter sur elle-même, peut-être sur les États-Unis, pour faire en sorte que les gains du 7 octobre soient préservés. Autrement, on reviendra à une situation de type 6 octobre. Guillaume Bensoussan, pour terminer ce débat, Anaël vient d'en parler, un petit mot tout de même sur la libération du corps d'Adar Goldin. C'est particulièrement touchant. Moi également, je pensais qu'on le reverrait jamais. Donc, comme je pense tous les Israéliens et beaucoup qui suivent l'actualité au Proche-Orient, ça a été un choc, un soulagement immense. Maintenant, il y a encore 4 corps qui sont dans la bande de Gaza. Moi, ce sur quoi je veux vraiment mettre l'accent, c'est le fait qu'il ne faut pas retourner à une situation de type 6 octobre. C'est-à-dire que, pour l'instant, le plan Trump a permis de libérer les otages. C'était finalement l'objectif principal. Est-ce qu'il pourra permettre plus que ça ? Là, ce que l'on voit, c'est que le Hamas est encore armé, qu'il a encore le contrôle dans 40% de la bande de Gaza, au-delà de la ligne jaune, que le Hezbollah se réarme malgré l'interruption du trafic terrestre des armes via la Syrie, que l'Iran se prépare à un conflit, on l'a vu avec AI-24 aujourd'hui. Donc, je suis très interrogatif par rapport à l'avenir et j'espère, on a entendu Benyamin Netanyahou le dire tout à l'heure, que l'État d'Israël est en alerte et qu'il est paré à toutes les opérations, exactement. Très bien, c'était le mot de la fin pour ce débat. Merci beaucoup, Guillaume Bensoussan. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Guillaume? Il y a une phrase de Lénine que beaucoup de militants reconquête et plus encore connaissent, parce qu'elle est répétée en permanence par Zemmour, c'est « faites-leur avaler le mot, vous leur ferez avaler la chose ». Donc, à force de répéter à longueur de journée « génocide, génocide, génocide », au fur et à mesure, par un phénomène presque de pression osmotique intellectuelle, on fait avaler aux gens le fait que se déroule véritablement un génocide en Israël
quand bien même on sait qu'il n'en est rien. Donc je lirai le livre de Yana avec beaucoup d'intérêt parce qu'effectivement, il y a véritablement eu un cambriolage qui s'est déroulé au niveau de la signification des mots et elle a été substituée dans la tête des gens, tout ça avec une pression extrêmement puissante, de telle sorte à leur faire avaler la chose. Merci beaucoup, c'était le mot de la fin aussi sur cette partie. Toujours en compagnie de Myriam Palomba, Meyer Habib, Anaël Sidbon et Guillaume Bensoussan. Je vous propose maintenant, et vous en avez l'habitude, de faire le tour du reste de l'info. Guillaume Bensoussan, est-ce que ça vous inquiète, ce second round qui se prépare entre Israël et l'Iran? Je ne peux pas vous dire que je m'en réjouis. Évidemment, d'autant que l'élément de surprise n'est plus là. La dernière fois, on se souvient tous comment ça a commencé, il y a eu cette invasion de drones israéliens depuis l'intérieur du territoire iranien, qui avait désactivé tous les systèmes de défense, qui a permis en l'espace de 24 heures de donner la maîtrise des cieux à Israël. Là, aujourd'hui, cet élément n'est plus là. Et je pense que le corps de la garde révolutionnaire doit être en état d'alerte maximum et qu'ils doivent vouloir leur revanche. Parce qu'ils ont été tout à fait humiliés la dernière fois. Évidemment, il y a eu des destructions significatives à Tel Aviv qui ont ébahi les télévisions du monde entier. Mais là, je pense qu'ils ont été blessés dans leur orgueil et ça doit être pour ça qu'ils se réarment massivement. Donc, évidemment, nous tous étant en Israël ici, on se fait forcément un peu de soucis. On ne va pas dire qu'on va sabrer le champagne à l'idée de se faire bombarder de missiles. Mais écoutez, je pense qu'Israël est prêt et finalement, il y a des abris qui... Enfin voilà, on n'est pas la bande de Gaza, on n'a pas les militaires qui sont sous terre et la population au-dessus qui est là pour les défendre. On est un État, justement, qui a tout fait pour que sa population soit en sécurité. Et j'imagine que tout sera fait de telle sorte à ce que ça continue. Selon l'enquête Ipsos BVA pour la Tribune du dimanche, quelques jours avant les commémorations des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015, les Français restent majoritairement angoissés par le risque terroriste, mais se sentent plutôt bien protégés par les pouvoirs publics. L'inquiétude vis-à-vis du terrorisme est partagée par 73% des sondés. Elle est majoritaire dans tous les électorats. Celui du Rassemblement national est logiquement le plus marqué, avec 88% d'inquiétude, suivi de ceux des Républicains, 77%, du Parti socialiste, 68%, du Bloc central, 67%, et de la France insoumise, 55%. Plus on est à gauche, moins on est inquiet par le risque terroriste. Guillaume. Oui, je voulais juste ajouter une chose très simple. 55%, c'est vrai que c'est plus que la majorité. Maintenant, 55% pour le bloc de gauche. Pour la France insoumise. Pour la France insoumise. Il faut se souvenir de qui vote pour la France insoumise. C'est à peu près 70 à 75% de musulmans. Pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu d'attentat massif dans une mosquée. Le dernier épisode en date, c'était un imam qui avait tagué lui-même sa mosquée. Systématiquement, c'est comme ça. Et l'épisode d'avant, c'était un musulman qui avait assassiné un Guinéen qui était à l'intérieur d'une mosquée. Et on a servi de grand discours sur l'attentat de la promenade des Anglais à Nice. Il y avait quand même, malheureusement, bien évidemment, à déplorer des victimes de confession musulmane. Bien évidemment. Il y a des Français de confession musulmane qui sont victimes d'attentats. Obligatoirement, quand un musulman va à la mosquée, il a probablement un peu moins peur de subir un attentat qu'un juif ou qu'un catholique qui va respectivement à la synagogue ou à l'église. Moi, j'aimerais quand même préciser quelque chose par rapport à l'intervenant là qui vient de dire que c'était les musulmans. Il faut quand même savoir que chez les LFI, ce ne sont... Pardon, excusez-moi, monsieur Bensoussan. Merci. Oui, Guillaume. Oui, allez-y, ce que je voudrais dire, c'est que chez LFI, ce ne sont pas les militants de confession musulmane qui sont le plus extrémistes. Hein. Ce sont souvent des Français pure souche qui sont complètement aveugles et qui sont de confession, qui n'ont pas de confession. Enfin, l'air du porte-parole est terminé à Montserrat Hassan. Là, j'ai encore vu hier sur Twitter... pardon de le dire, une blanche de souche de LFI. C'est encore un cas particulier. Guillaume Bensoussan, votre information. Le Maccabi Tel Aviv espérait prendre la tête du championnat hier, mais il s'est incliné 2-6 face au Beitar Jérusalem qui a battu les champions à Bloomfield pour la première fois depuis 10 ans.
Eh ben, je suis. Non, mais je Tout à rigole. fait C'est une heureux. blague. C'est une blague. Magnifique nouvelle. C'est une blague. C'est une blague. Ah, mince. Le visage de Je croyais Guillaume que c'était vrai. Bensoussan qui se décompose. Ah, moi, je fais partie des footix, comme on dit. Hein. Non, mais C'est-à-dire que je m'en doutais. Je m'en doutais un peu. C'est pour Eh ça oui. que je vous ai Je partage partagé pas ça avec Vous avez Zemmour vu ou comment, Philippe vous avez vu Villiers. comment il s'est décomposé Mais totalement. pourquoi est-ce qu'il me sort sa feuille? Alors, très bien. La vraie information. Par contre, attention, parce que ça peut Je aussi vous écoute avec prêter beaucoup au d'intérêt réel. et d'attention. En Afghanistan, le pouvoir en place ne comprend pas pourquoi il n'a pas été convié à la 30e conférence de l'ONU sur le climat qui s'ouvre lundi et se tient jusqu'au 21 novembre à Belém au Brésil. Les autorités talibanes rappellent qu'elles sont pourtant aussi confrontées aux conséquences du changement climatique. À Kaboul, l'Agence nationale de protection de l'environnement a donc exprimé au nom du gouvernement et du peuple afghan sa profonde préoccupation face au fait que, bien que l'Afghanistan soit l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique, il n'a malheureusement pas reçu d'invitation officielle. Une réaction ? C'est très triste. J'envoie toutes mes prières aux talibans et pour leur dire ma solidarité. Non mais attendez, soyons sérieux. Enfin, je veux dire, j'ai vu l'article de BFM là où ça devait être le vote sur I24. L'image qui accompagnait le tweet, Il faut toujours c'était consulter le site un d'Agence for News. ensemble. Toujours. Exactement. Bah, c'est ce que je fais avec beaucoup C'est de la référence numéro 1. On monde. voyait un ensemble de femmes voilées de la tête aux pieds qui étaient là pour illustrer cette nouvelle. Enfin, je veux dire, il y a quelque part finalement un dévoiement. On voit qu'il y a des gouvernements qui sont, qui relèvent de l'islam radical. C'est le moins qu'on puisse dire pour les talibans, qui vont utiliser, comme on l'a vu d'ailleurs pour les Palestiniens, dans une logique assez similaire. Finalement, ils sont un peu progressistes. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils vont utiliser les centres d'intérêt là où le monde occidental met l'accent pour quelque part se légitimer. Ça va peut-être sensibiliser Sandrine Rousseau. Et exactement, Voilà. aller chercher des Sandrine Rousseau, On s'est compris. des gens de... Vous avez. J'ai compris Attendez, où vous l'avez laissez-moi emmené. terminer. Des gens qui sont écologistes, des gens de la LFI, pour quelque part continuer à, On avance. à gagner en respectabilité. Voilà. Israël a publié cette année des appels d'offres pour la construction de 5667 logements dans les implantations de Judée et de Samarie, un niveau inédit depuis la conquête israélienne de 1967, selon l'ONG israélienne Shalom Arshav, classée à gauche. Le précédent record remontait à 2018, avec 3808 unités mises en chantier. Ces nombres nous ont fait poser une question. Cette question, construction en Judée-Samarie, le gouvernement israélien joue-t-il avec le feu? Guillaume Bensoussan, 60 secondes, la caméra numéro 3, c'est parti. Alors moi, je trouve cette question assez choquante, pour vous dire la vérité. Le fait de se demander si des Juifs, dont le berceau civilisationnel est la Judée-Samarie, mettraient de l'huile sur le feu à vouloir retourner habiter de là où ils viennent, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut aborder essentiellement. Primo, c'est le fait que cette guerre n'est pas une guerre territoriale, c'est une guerre de religion. C'est-à-dire que quand les terroristes du Hamas sont arrivés en Israël le 7 octobre, ils ne sont pas venus pour prendre un petit kibbutz, un petit mètre carré ici ou là. Non, ils sont venus pour massacrer des Juifs. D'accord ? Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Le deuxième élément, la question territoriale, elle surgit généralement lorsque l'on écoute les gauchistes, extrêmes gauchistes de Shalom Arshav, qui viennent nous dire finalement que si on donne Gaza, si on donne le Sinaï, si on donne la moitié de Jérusalem, si on donne l'esplanade du Mont du Temple, si on fait des concessions territoriales, alors on fera en sorte que le crocodile soit repu et qu'il n'ait plus faim et qu'il ne veuille plus nous manger. Stop. Non, ça n'est absolument C'est pas fini. la question. C'est Ce fini. qu'il faut Merci. impérativement, Stop. et je 60 termine en 10 secondes, Ah, non. ce qu'il faut impérativement, c'est que le Rapidement. gouvernement d'Israël et les Israéliens assument enfin Stop. le fait Merci. qu'ils habitent en Judée-Samarie Il y a un ballon et bas. qu'ils le disent à la face du Ça y monde. est, stop. Voilà ce qui permettra d'empêcher le fait qu'il y ait sans cesse comme 60 ça, secondes, des on gens a qui dit. viennent pour Guillaume remettre en Bensoussan, cause vous jouez ce pas genre de le. choses. Vous jouez Ah, je vous le dis, vous auriez dû expulser Monsieur Bensoussan pour les propos immondes qu'il vient de dire, parce que il dit que Israël n'est pas là pour faire des concessions territoriales. Mais le territoire appartient-il à Israël à l'heure actuelle? Oui, madame. Je suis désolée, on est dans un Oui, madame. on est dans un processus de paix que Mais Benjamin renseignez-vous, Netanyahou madame. Stop. a accepté et oui, renseignez-vous. Et Stop, attendez. aujourd'hui, Non, Guillaume. qu'est-ce Pour une qu'on grande annonce? défenseur de Qu'il la va y liberté avoir- d'expression, vous demandez qu'il mon va y avoir expulsion. des logements. Guillaume. Eh ben, dites donc. Qu'il Guillaume. va y avoir Vous faites voir vos vraies 5667 couleurs, chère madame logements Palomba. en plus, qui est Guillaume. un nombre de logements inédit. Et donc, on fait quoi alors? Vous faites comme s'il n'y avait pas eu d'accord de paix, comme s'il n'y avait pas eu cessez-le-feu,
et comme si vous étiez toujours dans votre démarche colonialiste et que vous refusez de céder un peu et de vivre dans le compromis. Donc qu'est-ce qu'on fait? On exclut encore des personnes, on les expulse, on fait quoi? On continue cette guerre pendant éternellement parce que la Bible ou la Torah nous a dit qu'il y a des milliards d'années on vivait là. Enfin franchement, à un moment, un peu d'humanité et un peu de raisonnabilité. Mais madame, non, mais il y a des concessions. Il y a des concessions depuis le début de l'État d'Israël. On a compris. Si la concession fonctionnait, ça se saurait. On connaît. Est-ce que le fait de... Vous avez déjà dépassé votre temps de parole, alors ça suffit. Regardez un peu les faits, madame. Arrêtez de vivre dans une réalité parallèle. Mais Guillaume Bensoussan, une réponse en oui ou non. Vous habiteriez en Judée-Samarie? Oui, d'ailleurs j'y pense. Où ça? Le problème, si vous voulez, c'est que... Parce que c'est facile de dire, et après peut-être Ephrat, en face de Migdalos, je ne sais pas encore. Peut-être Ma'ale Adumim. C'est sympathique, Ephrat. Mais juste une chose quand même, parce que c'est une question, un brin humoristique que vous posez. 15 secondes. Mais l'État d'Israël est minuscule. Et pour quiconque a cherché à se loger à Tel Aviv ou Jérusalem, quelque part, c'est extrêmement cher. Donc obligatoirement, si on ne construit pas à Ma'ale Adumim, on va avoir un petit problème de place et de loyer. Merci beaucoup.